Merci d'être avec nous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce nouveau village startup sur ZeroNet TV. Vous le savez tous les mois. Depuis le village Baïséa, on vous présente la crème des startups. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et oui, si, comme François Sorel, vous êtes fan de running, de course à pied, vous serez très intéressé par notre premier invité dans un instant. On va découvrir ensemble un brassard connecté pour la course. Vous emportez votre smartphone et en plus, ça fait office de capteur cardiaque. Voilà, ici tout comme Jérôme, vous voulez vous isoler du bruit au bureau. Là aussi, on a une startup pour vous qui a mis un casque audio au point assez étonnant. On va accueillir également une fintech dans ce village startup. Une fintech, c'est-à-dire une startup dans le domaine de la finance et qui vous intéressera notamment les personnes qui ont peut-être du mal à souscrire un crédit. Ils ont inventé une solution assez étonnante. Voilà, et pour terminer, les conseils du village Baïséa, Fabrice Marcella nous dira quels sont les pièges à éviter pour ne pas foirer sa startup, Jérôme. Ouais, c'est tout à l'heure. Restez avec nous, c'est parti, village startup. Jérôme, comme chaque week-end, je le sais, toi tu adores courir. C'est pas Jérôme, c'est Mickaël que nous accueillons. Oui, je sais très bien, mais je m'adressais à toi. C'est pour ça que je ne m'adressais pas à Mickaël qu'on va vous présenter dans un instant. Et tu aimes bien courir, et je sais que tu aimes bien monitorer ta course. Et bien là, la nouveauté qu'on va sans doute vous présenter tout de suite, va peut-être t'intéresser. Bonjour Mickaël Weiss. Bonjour messieurs. Bonjour Mickaël. Votre start-up est en train de mettre au point. On y va pour 6 minutes quand même. Je fais le petit chapeau. Voilà, j'appuie sur le bouton, tu me dis quand on est prêt. Ensuite, on va mettre évidemment le chrono. Vous allez avoir 6 minutes pour tout nous expliquer. Mais en 2 mots, je pose le sujet. C'est donc un brassard connecté pour, comme l'a dit François, monitorer ses efforts quand on fait du running. Et c'est parti pour 6 minutes. C'est parti pour le canard. Alors comment ça marche ? Tout à fait. Donc nous, un brassard de running connecté, on a 2 grosses innovations sur ce brassard. La première, c'est tout simplement que c'est un brassard qui permet d'accéder simplement à son téléphone tout en courant. Donc déjà, c'est un brassard. C'est un brassard. C'est toujours utile quand on court parce qu'on ne sait jamais où mettre son téléphone. Exactement. Mais même si on pense aux brassards les plus communs du marché, on se rend compte que c'est un produit qui est fait pour le téléphone, mais qui ne permet pas d'utiliser le téléphone quand on court. Tout à fait. Ce qui est quand même aberrant. C'est fait pour protéger le téléphone. Parce qu'on est là, on court et on ne peut pas en fait. Exactement, on se contorsionne, soit il faut enlever le brassard. On ne voit pas qui nous appelle. Exactement. Donc nous, ce qu'on a inventé, c'est tout simplement un système aimanté qui permet d'accéder à son téléphone tout en courant. On refasse devant la caméra. Ouais, Jean-David, mets-nous le monsieur là. Voilà, on va vous montrer. Hop là, Mickaël, enlève. Oh là là, il est en train de courir, paf, il le remet. Et alors quand vous le collez, mais même si je cours comme un malade et tout, comme ça, exactement. Il va pas tomber. Attention, vous avez affaire à un pro là. Oui. Ça tient bien. Ça tient super bien. Alors nous, on l'a testé évidemment. On a fait plus de 300 runs dans Paris avec des runners. On a du marathonien qui court en 3 heures. On a le coureur, on va dire, du dimanche. Qu'on voit qu'il y a une forte... Ça tient super bien, on l'a testé en VTT, en équitation, en crossfit. Non, le but, c'est impossible que ça Donc il y a tienne. de super aimants en fait. Il y a de super aimants, tout à fait. Et c'était ça la difficulté, d'avoir un système aimanté qui tient très bien le téléphone, mais qui en contrepartie ne l'abîme pas, puisque des aimants à côté d'une batterie ou d'un écran. Donc il faut mettre le téléphone dans une housse. Exactement, c'est tout à fait ça. Et la housse permet malgré tout d'interagir avec l'écran tactile du téléphone. Oui, complètement tactile. Elle est également compatible pour débloquer son téléphone avec l'empreinte digitale, notamment sur les iPhones. Donc non, là-dessus, c'est vraiment un usage très simplifié du téléphone. Alors, première bonne idée, effectivement, pour ce brassard. Mais c'est pas tout, il y a un deuxième effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, il y a une seule fonction que le téléphone ne fait pas, la fonction cardiaque. Voilà, avec les applications qui existent, toutes les applications qui existent, on a tout, la vitesse, le GPS, les trackers. Alors sauf si on s'achète un petit truc qu'on pose sur la poitrine, là, ou un bracelet connecté. Ou un bracelet connecté, exactement. Ou une montre connectée. Mais dans ce cas-là, on a quand même, la plupart des gens ont quand même leur téléphone. Il y a à peu près 70% des gens qui courent avec le téléphone, même quand ils ont une montre, même quand ils ont une ceinture cardiaque. Donc nous, on s'est dit, voilà, on part avec un seul et unique objet, c'est le téléphone. On n'arrive pas à s'en séparer, donc on va aller courir avec. Et donc, on va lui donner cette possibilité de mesurer la fréquence cardiaque via un petit capteur optique qui est placé dans le brassard. Capteur optique, c'est-à-dire que c'est le même type de fonctionnement qu'une montre connectée, ça envoie des petites lumières sur les veines qui sont en dessous. Exactement, ça éclaire les tissus et ça analyse les variations de lumière quand le sang passe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est fiable ? C'est très fiable et et c'est pour ça que notre produit est intéressant, c'est qu'on a la même fiabilité qu'une ceinture thoracique qui reste la référence sur le marché. On a une meilleure fiabilité que la plupart des montres connectées, tout simplement parce que quand on est dans le brassard, le capteur est complètement isolé de la lumière extérieure. Il n'y a pas de poil au niveau du biceps, contrairement au niveau du poignet, donc ça évite les biais aussi dans les mesures. Il y a moins de mouvement au niveau du biceps qu'au niveau du poignet. Donc tous ces facteurs-là font qu'on arrive à avoir une donnée qui est beaucoup plus précise au niveau de la fonction
cardiaque. Est-ce qu'il faut bien le positionner, ce capteur? Parce que c'est toujours le problème de ces capteurs cardiaques. Il faut le positionner sur le biceps, à un endroit bien précis, ou à partir du moment où on serre bien le brassard, ça va marcher? Non, il n'y a aucun souci, ça marche d'un côté comme de l'autre du biceps. Et c'est ça l'avantage aussi par rapport au monde, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un garrot pour que on soit sûr que ça ne bouge pas. Il faut une appli spécifique ou c'est reconnu par toutes les applis traditionnelles de running? Non, c'est reconnu par toutes les applis et c'est vraiment le fil conducteur en fait, de notre projet, c'est la simplicité. On ne voulait pas faire un objet connecté qui soit compliqué où il faut télécharger 2 applis, un mode d'emploi. Non, ça marche avec tout. Si vous courez avec n'importe quelle appli depuis 2 ans, vous avez tout votre historique dessus. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Ça se fait en 3 clics. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est un produit 3 en 1. J'allais dire c'est un produit tout bête, mais c'est vrai qu'il y a enfin, mais il fallait penser en fait à tout ça. Dernière petite question, est-ce que le bracelet ne tombe pas quand on court? Alors là-dessus, c'est pareil. Effectivement, on peut dire que c'est un produit tout bête. Hein. Nous, on assume ce côté simplicité vraiment à 100%. C'est tout bête, mais c'est quand même breveté. Et au niveau de l'ergonomie du produit, on a fait attention à beaucoup de détails. Le fait d'avoir un strap qui soit assez large, ça permet un meilleur maintien et qui ne tombe pas dans le coude. Une question piège. Vous pouvez le mettre, vous pouvez le porter comme ça par-dessus un vêtement? Non. Ah, il faut le mettre directement sur la peau. Sur la peau. Ah oui, donc c'est pour courir qu'en été, ça? Et non. Comment on fait en hiver? En hiver, on a un petit kit, donc c'est juste cette petite coque silicone avec un petit strap. On le met sur le bras, on met ses manches longues par-dessus et ensuite on peut remettre le brassard par-dessus. D'accord. Et ça va fonctionner. Et ça fonctionne très bien et c'est compris dans le pack. C'est pas un accessoire en plus à acheter à côté. Mickaël, vous en êtes où? Est-ce que ce produit est d'ores et déjà disponible? Je crois qu'il est sur Kickstarter, c'est ça? Exactement. On a lancé notre campagne Kickstarter mardi soir. En France, c'est mercredi matin. Ça tombe bien. Alors là, vous pouvez donc demander de l'argent. Demandez de l'argent, Mickaël, allez-y. Et combien vous cherchez? Donc on cherche 35 000 €. Donc je pense que c'est important aussi d'expliquer aux gens le principe de Kickstarter, que c'est vrai, on peut le rappeler. C'est pas juste de la précommande, c'est pas juste de la vente. On est vraiment là les gens sont là pour soutenir un projet, pour participer à la fin du développement, parce que maintenant le produit est prêt. Pour donner leur avis, vous faire un feedback. Énormément de feedback, de retours utilisateurs. Ça nous permet de peaufiner les derniers petits détails et ça va nous permettre de lancer cette première production qui sera livrée avant Noël. Avant Noël, ok. Exactement. Et alors, autre petit détail, vous prévoyez quoi comme prix? Alors le prix, la version connectée sera en vente à 109 €. Elle est actuellement sur Kickstarter à 69 €. Donc il y a un vrai, c'est un échange. Intérêt, on nous aide, donc c'est normal que c'est des projets sur lesquels il n'y a strictement aucun argent qui est gagné. C'est vraiment de l'échange et ça nous permet de nous développer. Et la version brassard qui sera sans capteur, elle est disponible au début du mois de juin au prix de 49 € au magasin. Eh bien voilà, c'est super. Impeccable. Voilà. Merci beaucoup. En plus, on arrive aux 6 minutes. Voilà. Vous avez été parfait, Mickaël. Le canard retentit. On entend bien le canard? Oui, on entend. Un peu trop même, je dirais. Oui, non, mais on l'entend bien, t'inquiète pas, il est là. Mickaël, merci. Et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième start-up. On va parler de FinTech maintenant. Et on va découvrir donc cette nouvelle start-up qui est hébergée ici donc au village Baïsa. Il s'agit de Yellowhan. Et c'est un autre Mickaël que nous accueillons, hein, Mickaël Diguet. Bonjour. Bonjour. Alors on quitte le monde des objets connectés, on va parler FinTech et on va lancer, même punition, le petit canard. Vous avez 6 minutes pour nous expliquer ce que fait exactement votre entreprise. Alors Yellowhan. Ok. Alors ça se prononce Yellowhan. Oh, pardon. Yellowhan. Tout le monde fait. Et ça s'écrit Yellow, Y-E-2-L-O-A-N, hein, c'est ça? Y-E-2-L-O-A-N, oui, exactement. Donc notre punchline, c'est un nouvel accès au crédit et notre ambition, c'est de rendre le crédit plus accessible. Donc quand on s'est lancé dans cette aventure en début 2015, on est parti du constat, hein, comme souvent une start-up, ça part souvent d'un constat. Constat malheureux en l'occurrence, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a une partie importante de la population qui doit renoncer à ses rêves et à ses projets personnels, faute d'accès au crédit bancaire. Donc le crédit bancaire, quand on est en CDI depuis plus d'1 an, qu'on est bien installé, ça se passe plutôt bien. Par contre, si on est en CDD, en intérim ou tout simplement jeune, c'est beaucoup plus compliqué, c'est même mission impossible. Et c'est quand même dommage, hein, un jeune qui rentre dans la vie active, qui prend son autonomie, il a des projets vachement importants. À moins d'avoir un papa et maman très riches qui peuvent se porter caution, etc. C'est ça qui se passe aujourd'hui, donc souvent oui, ou alors, font appel à les parents ou des proches parents, hein, la famille aussi qui peut intervenir aussi. Exactement. Donc nous, on a voulu simplifier tout ça, prendre une approche différente et on travaille sur 2 axes en fait pour rendre le crédit plus accessible. Le premier axe, c'est ce qu'on a appelé les algorithmes d'inclusion. Donc en fait, on regarde les emprunteurs potentiels sous un angle un peu différent de celui des banques.
Donc on trouve des algorithmes ou des concepts qui permettent en fait de démontrer à nos partenaires bancaires qu'une personne qu'ils ont exclue est en fait solvable. Et le premier concept qu'on a mis en ligne en 2016 qui s'appelle la garantie participative, ça va vraiment dans ce sens-là. L'objectif c'est que l'emprunteur potentiel démontre en fait qu'il est entouré d'une communauté de personnes qui lui font confiance. Et parce qu'il y a cette communauté de proches qui lui font confiance, nos partenaires bancaires acceptent de lui prêter. Michael, parce que vous partez d'un principe qui est quand même assez évident, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes de crédit qui refusent beaucoup de crédits, alors que finalement, les personnes qui pourraient bénéficier de ce crédit seraient prêts à rembourser. C'est Exactement. Elles sont en réalité solvables, mais les banques ne voilà, se elles ne rendent rentrent pas compte. dans les, on va dire, dans les radars. C'est ça, ils ne sont pas dans les cases. Donc, les on algorithmes arrive à les chiffrer, ces gens-là? Oui, alors tout à fait. Alors on appelle ça expert judgment. Il n'y a pas de démonstration. C'est pas des chiffres qui sont validés. Mais nous, dans le rapport Babo qui date de 2006, on parlait de 600 000 ménages. Et on a rencontré l'année dernière le crédit municipal de Paris, qui nous parlait d'1 million de ménages exclus du crédit, mais solvables. Mais alors attendez, vous leur offrez du crédit ou pas? Non, pas du tout. Vous faites intermédiaire entre la personne et la banque. Mais prenons un exemple concret, si vous le voulez bien. Par exemple, je prends Jérôme au hasard. Il n'arrive pas à boucler son crédit. D'accord. Déjà, ce sont des grosses sommes ou des petites sommes là Alors, nous, on est sur des petites sommes, entre guillemets. On est en dessous, notre maximum, c'est 15 000 euros. On est en dessous de 15 000 euros. Donc c'est du crédit à la consommation, c'est pas du crédit immobilier. Pour des voitures ou de l'ameublement. Ouais. Donc Jérôme n'y arrive pas. Il va avoir son crédit. Le monsieur lui dit c'est pas possible. Ça suffit, vous dépensez trop d'argent. Vous dépensez trop d'argent, vous achetez trop d'objets connectés, vous êtes trop sur Amazon. Bon. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si Jérôme a la chance d'être chez une de nos banques partenaires, la banque partenaire va potentiellement vous proposer en fait de passer par Yellone. Donc du coup, notre banque partenaire va vous rediriger sur notre site web. C'est la banque qui envoie vers vous. C'est l'un de nos modes de fonctionnement. On a deux grands modes de fonctionnement. Et alors là, vous faites quoi? Et alors là, donc, vous allez aller sur notre site internet, vous allez décrire votre projet avec des photos, avec du texte. Vous allez partager ça avec votre famille, vos proches, vos amis. Il faut convaincre nos amis de nous aider. Quoi, ce qui démontre quelque part que vous êtes quelqu'un de sérieux, en qui les gens ont confiance. Et voilà, il va falloir, et le but du jeu, ça va être pour vous de réunir une petite cagnotte, donc 5% du montant du crédit. Donc par exemple, si vous avez besoin de 8 000 euros, ça fera 400 euros à réunir auprès d'au moins 5 proches. Et dès lors que vous avez réuni cette cagnotte, notre banque partenaire va accepter de vous octroyer le automatiquement. Aujourd'hui, il y aura malgré tout une étude quand même encore Alors, il y a du dossier. Il y a quand même une étude du dossier, mais les critères sont beaucoup plus larges. Typiquement, nos banques partenaires ne regardent plus du tout les anciennetés, tous les critères d'ancienneté, ancienneté dans le logement, ancienneté dans la relation bancaire, ancienneté dans l'emploi. Ça, c'est des choses qu'on ne regarde plus parce que ça n'a pas de sens avec les jeunes. En fait, vous inventez un peu le système du scoring qui existe aux États-Unis, où chacun a une note, sa note d'emprunteur. Le FICO, oui, effectivement, ce serait une belle ambition si on pouvait recréer ce type de système qui permettent une meilleure inclusion, effectivement. Alors moi, j'avais une petite question. Je me porte caution auprès de Jérôme. Il ne paye plus. J'ai donné quelques dizaines d'euros finalement pour participer à son projet. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, vous ne récupérerez pas vos dizaines d'euros. Tu perds ton argent, tu perds un ami. Voilà, vous perdez aussi votre ami, c'est vrai. Il en faudrait plus que ça. C'est beau. C'est beau, hein. Très beau. Et donc, et c'est par contre, voilà, c'est tout. Vous ne serez pas obligé de rembourser le crédit. Non, il n'y a aucun lien contractuel. Vous ne récupérerez pas votre mise de départ, mais c'est la seule chose. Ah oui, il n'est pas vraiment caution. Il est caution symbolique, enfin il est caution morale. C'est ça. En fait, ce qui compte, c'est pas tant l'argent que vous déposez. Ce qui compte, c'est surtout le symbole. En déposant de l'argent, vous dites mon ami est une personne de confiance. Ouais, c'est ça. En 30 secondes, votre modèle économique, vous prenez un petit pourcentage sur tout crédit réalisé, c'est ça? Alors oui, c'est ça. C'est la banque qui nous rémunère et donc c'est entièrement gratuit pour l'ami, pour l'emprunteur et ses proches. Et c'est la banque qui nous rémunère effectivement un pourcentage de la somme empruntée. Très bien. C'est cool. Il vous reste 30 secondes. On a oublié quelque chose? Oui, je pense que oui. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose de très très important, c'est que ça marche pas. Si, ça marche très bien, ça marche très bien au contraire. Et on a beaucoup parlé de la garantie participative, mais aujourd'hui on fait beaucoup plus de choses. Et typiquement, on a inventé une interface utilisateur pour effectuer une demande de crédit unique au monde. C'est une intelligence artificielle en fait. Donc la personne, le candidat à l'emprunt, va discuter avec notre intelligence artificielle qui s'appelle Yellow. On répond aux questions du bot. C'est un chatbot, donc c'est par un chat et le chatbot nous guide de manière ultra personnalisée dans notre démarche de financement. D'accord, parfait. Le canard retentit.
Michael, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup. Bon vent donc à Yellowne. Merci. Voilà, merci. Et puis ça peut peut-être donner des idées et motiver certains d'entre vous qui n'arrivent peut-être pas à avoir un petit crédit. À tester donc. On enchaîne tout de suite, Jérôme, avec notre 3e start-up. Ça vaut le détour. Restez avec nous. Bonjour. Vous êtes peut-être comme nous, vous êtes gêné parce que vous travaillez dans un open space où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de collègues. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand on fait ces émissions, tu parles un peu trop. Je parle donc un peu ça trop me gêne. fort parce que je parle dans ton oreille. C'est ça. Oui, mais là, il va falloir t'y faire. Ah, d'accord. Attendez, je vais vous équiper. Et voilà, notre invité, c'est Pierre Gu qui a mis au point, qui est en train d'inventer le casque qui est censé nous offrir un petit peu de calme au milieu quand on travaille notamment dans un open space. C'est bien ça. Alors on enchaîne et on y va. C'est parti pour 6 minutes, Pierre. Bienvenue. Merci, merci de me recevoir aujourd'hui et merci pour cette belle introduction. Vous disiez qu'on allait l'inventer, c'est inventé. Ça y est, inventé. Le produit va sortir incessamment il est sous là peu. sur la table. Oui, c'est pas sorti, c'est pas commercialisé encore. C'est pas encore commercialisé, ce sera dire. commercialisé à partir de septembre. C'est pré-commercialisé en ce moment auprès de nos clients grands comptes et également sur notre plateforme web, sur notre site internet. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors ça sert avant tout à retrouver de la concentration et de la productivité pour les gens qui travaillent en open space ou qui travaillent dans les espaces de coworking. Comment ça marche? Ce qui est la majorité des gens aujourd'hui. Hein. On travaille tous en open space, où on est en coworking et on est souvent embêté par le bruit ambiant qu'il peut y avoir autour de nous. Voilà, c'est la première des gênes dans l'open space aujourd'hui. 84% des gens s'en plaignent. Et il faut savoir que le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est une cause de stress, de fatigue. En moyenne, quelqu'un qui travaille en open space... Baisse de productivité. Baisse de productivité, il va perdre 30 minutes par jour. Bien juste sûr. À cause du bruit. Bien sûr. C'est un coût important pour les entreprises, c'est ce qu'on résout. De quelle manière? Alors de quelle manière? Par les écouteurs. Alors je vais vous montrer comment ça se porte. Donc on a des images, là, regardez, on a votre vidéo qui montre assez bien comment se porte le produit. D'ailleurs, vous êtes un petit peu plus blonde là. Oui, là vous étiez blonde ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il y a la partie qu'on met autour du cou et puis les oreillettes qu'on met dans les oreilles, ça c'est classique finalement. Exactement, donc une partie autour du cou qui vous permet de gérer votre environnement sonore. Vous pouvez contrôler ce qui se passe autour de vous et comment vous le percevez. C'est très simple. Par le simple curseur que vous voyez ici. Ouais. Avec le bouton, je peux baisser le niveau de l'ambiance sonore. Alors ça fonctionne comme une télécommande sur le volume de votre télévision, sauf qu'ici avec ce curseur, vous allez pouvoir contrôler en temps réel le volume de bruit qui est autour de vous. Vous pouvez le baisser ou l'ajuster au bon niveau de concentration dont vous avez besoin. Bon, et comment vous faites ce miracle, entre guillemets? Alors là, c'est très technique. Et puis est-ce que ça marche vraiment? Alors oui, ça marche vraiment. C'est le même système qu'on a dans les avions et qui annule les bruits ambiants, c'est ça? Alors c'est le même système, sauf que là c'est modulable et qu'on va même encore plus loin parce qu'on ne souhaite pas que les gens s'isolent complètement dans les open space, on souhaite qu'ils puissent toujours collaborer. Et là on va venir faire un filtrage intelligent, c'est-à-dire que si quelqu'un vous parle, qu'il est en face de vous, le système détecte que c'est de la parole et laisse passer le signal de parole, de sorte que vous pouvez converser avec quelqu'un tout en atténuant le bruit qui est autour. Alors ça paraît un petit peu magique, comment on fait ça. Si par exemple on a un ennemi à côté à qui on ne veut pas parler et qu'on ne veut surtout pas entendre, on ne peut pas faire mute pour certaines personnes. Alors aujourd'hui on ne peut pas encore faire ça. Jérôme Colombin par exemple sur votre système. Voilà, c'est ce qu'on va faire ça à terme effectivement. Tu t'ennuierais si je ne parlais pas à tes côtés. Je m'ennuierais, c'est vrai. Non, ça c'est pas possible pour l'instant. C'est pas possible et on l'envisage pas non plus dans un futur très proche. Là on voit que vous montrez, vous prenez l'exemple de l'open space, donc le côté col blanc, ça peut servir également par exemple aux ouvriers sur des chantiers, des choses comme ça, qui sont soumis à des niveaux sonores souvent encore supérieurs à ce qu'il peut y avoir dans des bureaux quand même. Alors là, on est vraiment dans un autre domaine d'application, puisque dans l'industrie, il y a des normes qui s'appliquent. C'est-à-dire que si un ouvrier est exposé à plus de 85 dB au cours de la journée, il est obligé de se protéger et de porter cette protection toute la journée. Aujourd'hui, c'est effectivement pas notre premier marché. Pourtant, c'est un marché sur lequel aujourd'hui, on développe un projet pilote avec un grand industriel dans l'automobile qui permettra à la fois de s'isoler. Donc là, on a un bouchon qui sera fait sur mesure par un de nos partenaires, qui embarque notre technologie de régulation des niveaux de bruit et qui embarque encore une autre technologie de reconnaissance vocale pour pouvoir parler directement à sa machine. Alors, moi, je l'ai essayé il y a quelques temps, c'était peut-être plus en amont au niveau du stade de développement. C'était un stade de développement peu avancé, mais ça n'isole pas quand même à 100%. On atténue les bruits, mais on n'est pas quand même, on n'arrive pas à muter complètement un son. Ah non, alors c'est pas complètement magique. C'est vrai qu'on ne va pas enlever tous les bruits. Et d'ailleurs, l'utilisateur ne le souhaiterait pas.
L'effet que ça donne, c'est qu'effectivement, ça baisse le volume par 30 dB, de sorte qu'on entend... Et 30 dB, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. On entend un bruit de fond qui est feutré, donc on ne perd pas la conscience qu'on est dans son environnement de travail. Pour autant, on n'est plus dérangé par ces bruits pour se concentrer. Mais cela dit, est-ce qu'il n'est pas plus simple que je m'achète un casque à réducteur de bruit et puis j'aurai à peu près la même chose, de la musique ou Alors, là, je vous taquine un peu. Non, mais je sais très souvent cette question. Vous aurez effectivement la fonction d'atténuation, simple, que vous ne pourrez pas contrôler. Je pourrais avoir de la musique. À ce moment-là, vous isolerez de vos collaborateurs autour de vous, parce que quand ils vous le parlent, ça le coupera, vous serez obligé d'enlever le casque. C'est pas faux. Et encore, un point que je n'ai pas encore développé sur ce produit, mais vous pouvez écouter de la musique avec. Ça se connecte en Bluetooth à la fois à votre ordinateur, à votre téléphone, et avant tout, vous pouvez téléphoner avec. C'est là où on va aussi se distinguer de ces casques à contrôle actif de bruit qui sont faits pour l'avion. C'est que nous embarquons 6 microphones dans le système qui vont venir capter uniquement votre voix quand vous êtes au téléphone. De sorte que la personne à l'autre bout du fil n'est pas dérangée par le bruit autour de l'open space. C'est réellement pensé pour être un outil de travail. J'ai cru comprendre que derrières Eurosound, il y avait des anciennes chez Parrot. Moi-même et mon associé. D'accord. Qui est quand même une petite boîte qui a fait des trucs sympas en matière de son. Qui a fait des trucs très sympas. Écoutez, moi notamment le Zik, l'un des concepteurs de la série de casques Zik. Donc vous avez quand même un certain background, c'est ça que je voulais... et même avant ça. Moi j'ai conçu avant Parrot une quinzaine de casques à contrôle actif de bruit. D'accord. Pour des grandes marques américaines et asiatiques. Ça sort quand? En septembre. Sûr et certain? Sûr et certain. À quel prix? Prix public pour les entreprises, 299 € hors taxe. Ouf. Ah oui. On est sur du premium. Très bien. Eh bien, on souhaite bon vent donc à Eurosound. Eurosound, merci beaucoup. Merci Pierre et le petit canard qui arrive. Voilà. The canard is here. The canard is here. The duck is here. Parfait. Alors vous le savez, depuis le numéro précédent dans Village Startup, on vous fait découvrir des startups, mais aussi on a le maire du village qui vient nous raconter et surtout nous donner un maximum de conseils. Si, par exemple, vous qui nous regardez ou nous écoutez avez envie de lancer votre startup, Fabrice Marcella arrive. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour. Monsieur le maire. En même temps en plus. Pas mal. Hein. Oui, trop fort. C'est beau quand même. Nous avons le respect des édiles. Oui. Le maire du village Baïséa, qui nous accueille d'ailleurs chaque mois ici dans ce village startup. Fabrice qui est un peu notre coach startup. Hein. Oui. La semaine dernière, on parlait... le mois dernier plutôt. Le mois dernier. C'était tellement bien ici, tu crois que c'était la semaine dernière. Ça passe vite. Donc avec vous, chaque mois, vous nous donnez des conseils pour si on est soi-même jeune entrepreneur. Et cette semaine, Fabrice, quel conseil tout simple pour ne pas foirer sa start-up, j'ai envie de dire? C'est exactement ça, c'est bien de l'héberger, encore faut-il la réussir. Alors Jérôme, François, ce que je vous propose cette semaine, c'est d'analyser un peu les critères qui ont fait le succès de certaines start-up. Alors, d'ailleurs, à votre avis... vous hébergez-vous ici? Non, pas forcément ici et ailleurs. Rappelons que vous avez combien de startups ici hébergées? Alors, depuis 3 ans, nous avons accompagné 150 startups. Alors, bien sûr, je vais partager avec vous ce retour d'expérience, mais ce n'est pas que le mien. C'est aussi celui d'un serial entrepreneur qui s'appelle Bill Gross, qui est un serial entrepreneur américain. Et c'est dans le cadre de la préparation de cette émission, je me suis aussi basé sur son retour d'expérience. Mais vous, spontanément, vous diriez quoi? Quels sont, selon vous, les premiers critères qui vous viennent en tête sur ceux qui permettent de réussir une startup? On se dit, il suffit d'avoir une bonne idée et puis après, tout va couler. C'est exactement ça. Spontanément, généralement, on dit, il faut avoir une bonne idée. Et après, le reste va suivre. Alors, tout de suite après, ce qu'on dit, c'est, et en plus, il me faut un petit peu quand même d'argent pour pouvoir créer ma boîte. Et là, on a tout faux. En fait, et là, pas ça. Alors, on a en partie vrai, mais c'est pas suffisant pour réussir sa boîte. Que tout le monde a déjà eu. Non, mais disons l'idée, l'idée c'est souvent le fait générateur à la création de la société. Il n'y a pas que ça. Ensuite, il y a aussi les collaborateurs, l'équipe, les associés qui vont parcourir finalement cette aventure ensemble. Il faut des gens qui croient dans le projet, qui s'engagent. Ce sont les premiers promoteurs qui vont permettre de vendre l'idée. Donc on a dit l'idée, les associés. Il y a aussi le financement, bien sûr. Comment je fais pour payer mes collaborateurs? Comment je fais pour payer un incubateur? On en parlait la dernière fois pour y héberger mon entreprise. Comment je fais pour payer aussi, pourquoi pas, mon prototype pour pouvoir lancer mon produit?
Ensuite, il y a le modèle économique. C'est la stratégie qui va permettre à l'entrepreneur de rentabiliser son investissement. Comment va-t-il faire pour gagner de l'argent? Et dernier critère, et après il y a un ordre aussi à tout ça, mais le dernier critère, c'est le time to market. C'est un vilain mot, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire à quel moment je vais lancer mon produit. Ni trop tôt, ni trop tard, au bon moment. Alors maintenant, si on regarde parmi les startups qui ont réussi, quels sont les différents critères par ordre d'importance? Le premier d'entre eux, à votre avis, c'est quoi sur ceux qu'on vient de société? Pas dépenser trop de sous tout de suite, non? Non, moi, je dirais l'équipe. L'équipe, alors l'équipe c'est le deuxième critère le plus important, effectivement cette cohésion d'équipe, la capacité que va avoir l'équipe. L'équipe, c'est-à-dire les profils aussi. Les profils, les autres, la complémentarité, les tempéraments, la complémentarité. Et la capacité que va avoir l'équipe à affronter ce qu'on appelle la vallée de la mort, à affronter en tout cas les difficultés qui sont... La vallée de la mort, en tout cas les difficultés inéluctables que vont rencontrer chacune des startups. C'est la traversée du désert avant. La traversée du désert avant voilà, c'est ça, avant d'atteindre le Graal. Mais le premier critère à tout ça, en fait, quand on regarde les succès des startups, c'est le time to market. Je reviens là-dessus. Ça veut dire quoi le time to market? C'est-à-dire ne pas arriver trop tôt, par exemple. Si je suis dans une rupture technologique, encore faut-il que je fasse accepter cet usage auprès de mes consommateurs. Une tablette quand personne n'en veut. C'est ça, d'inventer une tablette quand personne n'en veut. De faire le YouTube avant d'avoir du haut débit. Avant du haut débit, effectivement. De faire du Airbnb et des cas avant... comme ça d'idées géniales qui ont été lancées trop tôt. On en connaît des tonnes, en fait. Il ne faut pas arriver trop tôt et il ne faut pas arriver trop tard. Une fois que le marché est pris, c'est quand même un petit peu plus compliqué quand même pour pouvoir faire sa place. Il faut arriver au bon moment. Mais ça, c'est un talent, non? C'est un talent, c'est le talent de l'entrepreneur de bien connaître son marché pour pouvoir le sortir au bon moment. Ça, c'est vraiment le premier critère. Vraiment, c'est comme un commerce, il faut trouver le bon emplacement. Voilà, c'est l'emplacement. C'est un peu le même principe. Mais ce qui est étonnant, Fabrice, c'est qu'il y a des startups qui réussissent qui ne sont pas forcément premiers sur leur marché. Oui, mais elles arrivent après d'autres et puis ça marche. Hein. Oui, mais alors effectivement, il y a aussi l'idée. L'idée doit être suffisamment nouvelle, créative, et quand on n'est pas le premier, peut-être que son idée doit être un peu discutée, ou en tout cas qu'elle apporte un plus. Donc si je reprends mes trois premiers critères, on a dit le time to market, l'équipe, l'exécution, la qualité de l'exécution, et l'idée, bien sûr. L'idée, elle n'est pas... Enfin, je terminerai peut-être cette liste. Quatrième critère important, c'est le modèle économique. Mais on le sait très bien que le modèle économique, il vaut ce qu'il vaut au moment où on va le démarrer. Il va se confronter au marché, il va se confronter à la concurrence, il va se confronter aux clients et il va évoluer au fil du temps. Et enfin, bien sûr, il y a le financement. Mais le financement, de nouveau, ce financement, il va évoluer au fil du temps. On ne va pas financer les mêmes choses en fonction de la maturité de l'entreprise. C'est complémentaire à tout le reste. Et ça, c'est la bonne recette, si je peux l'exprimer ainsi, qui explique le succès des startups que nous accompagnons et celles que l'on voit apparaître un petit peu partout. Fabrice, j'ai bien compris que là, évidemment, vous vous adressez à tous ceux qui nous regardent et qui ont peut-être envie de lancer leur startup, de devenir entrepreneur. La première chose donc qu'il faut retenir, c'est est-ce que votre idée arrive au bon moment? Est-ce que techniquement c'est prêt? Est-ce que personne ne l'a jamais faite en fait? C'est ça, hein, toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut que le marché soit suffisamment mature pour l'accepter, sinon vous allez dépenser trop d'efforts pour la faire accepter. Et puis éventuellement accepter aussi parfois de changer d'idée, parce qu'on voit qu'il y a certaines startups qui démarrent sur un truc, et puis avec même des investisseurs qui vont les suivre parce qu'ils ont perçu que justement l'équipe était de qualité, qu'il y avait un vrai potentiel, et en cours de route, paf, on abandonne l'idée de départ, on part ailleurs. Et... C'est ce qu'on appelle le pivot, et ça pourra peut-être faire l'objet d'une émission à part entière, le pivot. Le pivot. Parlons du pivot. Et je peux ajouter un cinquième critère de réussite. Je vous en prie. À mon avis, en tant qu'observateur, j'ajouterais tout simplement la chance. Parce qu'avoir du bol, ça aide dans le business. Mais ça, c'est un peu comme. C'est un peu pour tout. Dans tout, vrai. Oui, mais il faut que le destin soit. Où il y a un pari, la chance est quand même importante, mine de rien. Oui, et le mouvement crée le mouvement. Donc si on a aussi une démarche positive, généralement, on a des retombées positives. C'est ce qu'on appelle finalement aussi un peu la chance. Enfin, le mouvement, on peut l'acquérir, la chance, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il faut la provoquer, cette chance. Merci beaucoup Fabrice Marcella pour ce conseil. Et dorénavant, dans Village Startup, Fabrice sera là à chaque numéro pour nous donner quelques conseils si vous avez envie de lancer toutes ces startups. C'est vrai que ça donne envie quand on voit toutes ces réussites. Voilà, c'est la fin de ce Village Startup. On se retrouve donc le mois prochain. Merci le canard. Merci, ça suffit. On sera là le mois prochain. Bien évidemment, vous le savez, Village Startup, c'est tous les mois sur 01net TV. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Salut à tous.